Le texte que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui est un extrait de Gargantua, un roman publié par Rabelais en 1534 dans lequel l'extracteur de quintessence va mettre en scène son personnage principal, un géant, dans différentes situations d'apprentissage, qu'elles soient instinctives ou pédagogiques. L'objectif final étant d'en faire un bon roi afin de succéder à son père Grand Gousier. Dans le chapitre 12, d'où est extrait notre texte, Gargantua est encore un enfant et il va jouer un tour, faire une farce aux invités de son père. Je passe ainsi à la lecture du texte. Un jour, le seigneur de Penensac vint rendre visite à son père en grand équipage d'apparat. Le duc de Francepas et le comte de Mouillevent étaient venus le même jour. Ma foi, le logis était un peu étroit pour tant de gens, et particulièrement les écuries. Le maître d'hôtel et le fourrier du seigneur de Penensac s'adressèrent alors à Gargantua pour savoir s'il y avait ailleurs dans la maison des écuries vides. Nous sommes donc dans l'enfance de Gargantua, l'enfant étant étymologiquement celui qui ne parle pas, celui qui n'a pas encore la capacité de réfléchir par lui-même et donc dont la parole n'a que peu de valeur. Pour autant, l'extrait met en scène précisément cet enfant en train de manipuler le langage et de manipuler les autres par le langage de manière à pouvoir produire sa farce. En cela, nous pouvons nous poser la question suivante, Gargantua n'est-il qu'un enfant ? Pour répondre à cette question, je traiterai mon texte en le découpant en 3 parties. Une première de la ligne 1 à 7 dans laquelle va avoir lieu la requête des écuries. La blague de Gargantua en elle-même se situera de la ligne 8 à 25. Et enfin, nous aurons la conclusion de l'aventure de la ligne 26 à 37. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur la visite d'un certain nombre d'aristocrates à son père, Grand Gousier. Grand Gousier est lui-même roi, seigneur de ses terres, et il invite ainsi ses voisins à venir le rencontrer. Ses voisins sont au nombre de 3, le seigneur de Penensac, le duc de Francepas et le comte de Mouillevent, dont on entend bien le jeu ironique sur l'onomastique. Simplement, un de ces personnages va se distinguer des autres, il s'agit du seigneur de Penensac. Premièrement, puisqu'il est désigné par son statut de seigneur, qui est un statut féodal, mais qui n'est pas un titre de noblesse, contrairement à celui de duc ou celui de comte. Il n'est donc pas sur le même niveau en termes d'aristocratie. Le fait qu'il vienne en grand équipage d'apparat va aussi le mettre à part, puisque le duc de Francepas et le comte de Mouillevent, qui sont venus le même jour, il n'est pas précisé qu'ils viennent accompagnés. Ainsi, on aurait, dès la première ligne, l'image d'un seigneur qui veut se faire plus grand qu'il n'est. La présence d'Alcofribas Nazier, le narrateur du récit, va se voir à travers l'expression « ma foi » et le possessif, première personne du pluriel, qui introduit alors un jugement de valeur visant à rabaisser le contexte aristocratique, en le ramenant à un contexte matériel. C'est un problème de place auquel ils sont confrontés. Et il n'est pas sûr que le grand équipage d'apparat n'en soit pas responsable. En effet, ce sont bien les responsables de ce grand équipage d'apparat qui doivent trouver une solution pour régler le problème de place. Et pour trouver cette solution, ils vont en parler à Gargantua, sur lequel ils plaquent justement la définition traditionnelle de l'enfance, à savoir une certaine forme de naïveté, une certaine forme de vérité qu'ils pensent pouvoir exploiter. Le polyptote, avec l'adverbe secrètement et le nom commun les secrets, va insister justement sur leur bêtise, puisqu'il demande secrètement à un enfant, pensant que cet enfant révèle les secrets. Il y a donc une forme d'ironie de la part d'Alcofribas, ironie qui se voit aussi dans l'infantilisation répétée de Gargantua à travers l'adjectif antéposé jeune à valeur subjective et au diminutif garçonnet. La mention des écuries des grands chevaux, qui désigne du coup les chevaux de grande importance, va venir confirmer notre prémonition initiale sur le fait que le seigneur de Penensac veut se constituer plus grand qu'il n'est, puisqu'il essaye d'investir les écuries les plus prestigieuses.
Je passe ainsi à ma deuxième partie qui s'ouvre sur le cheminement de Gargantua à l'intérieur du château de son père, cheminement qui va se faire par une longue énumération des grands escaliers du château, la seconde salle, la grande galerie, la grosse tour, les escaliers. Et il est intéressant de noter la prépondérance des adjectifs de taille. Grand à la ligne 8, grande, grosse à la ligne 9, grande à la ligne 14, qui vont insister sur le gigantisme de ce château, qui lui donne un aspect labyrinthique d'une part, mais qui, au sens propre, est cohérent, puisque Gargantua et son père Grangousier sont effectivement des géants. Et c'est précisément là que va se jouer la blague, puisque l'on passe progressivement des écuries des grands chevaux à la ligne 6, au sens figuré, à l'écurie des grands chevaux à la ligne 12, au sens propre. L'écurie des grands chevaux de Gargantua, ce sont des chevaux géants. Ainsi, l'hypocoristique à valeur paternaliste Mon petit mignon illustre bien la manière dont le Fourier se fourvoie par rapport à ce que Gargantua veut faire. Il veut moins l'aider que le mener en bateau. En guise de bateau, c'est dans sa chambre qu'il le mène, chambres qui deviennent par l'imagination des écuries, mais là encore, au sens propre, c'est bien l'endroit dans lequel il range ce que le lecteur sait être des chevaux factices, puisqu'il a lu le titre du chapitre. Le lecteur s'attendait donc à la blague, ce qui n'est pas le cas du Fourier, qui se trouve bien attrapé. À travers les présentatifs, voici, voilà, Gargantua donne une réalité aux objets factices, le genet, le guilledin, le cheval gascon, le cheval de trot. Il les désigne par le langage et leur donne par là même une réalité, transformant de fait le gros bâton en frison à la ligne 17. Il s'agit donc de mettre en scène cette maîtrise du langage qui permet de métamorphoser le monde. La blague se poursuit en ce que le gros bâton que donne Gargantua est qualifié par lui de bon petit cheval, un cheval qui permettra alors de chasser, comme le montre l'énumération d'autres animaux, le mâle d'autour, qui est donc un oiseau de chasse, les épagnols, les lévriers, qui sont des chiens. Tout cela va donc créer un champ lexical de la chasse, confirmé par l'expression « vous voilà roi des perdrix et des lièvres pour tout cet hiver ». Mais là encore, cette allusion à la chasse est tout à fait ironique de la part du jeune Gargantua. Première ironie, c'est par rapport au référent, puisque les perdrix et les lièvres ne se chassent pas l'hiver, pour le coup, elles se chassent plutôt en automne. Et d'autre part, les perdrix et les lièvres relèvent au sens figuré, dans l'image de la chasse amoureuse, d'une désignation métaphorique des femmes. La chasse devient alors un processus de séduction. C'est toujours ce jeu sur le sens propre et le sens figuré qui se perpétue. Ce qui était entendu au sens figuré est tourné au sens propre, ce qui est entendu au sens propre est tourné au sens figuré. Deuxième élément particulièrement intéressant, c'est l'expression « vous voilà roi », puisqu'elle rappelle ce seigneur qui veut se faire plus grand qu'il n'est, confirmant bien que Gargantua avait bien perçu cette inadéquation entre le grand équipage d'apparat du seigneur de Pénensac et la simplicité exigée par l'occasion. « Vous voilà roi » devient donc un jugement tout à fait ironique sur la manière dont ils se sont comportés en venant rendre visite à son père. Par ailleurs, l'ironie se redouble si l'on prend l'expression « vous voilà roi » et le sous-texte de séduction amoureuse, puisqu'il s'agit bien de faire la cour dans la séduction, de la même manière que le seigneur de Pénensac fait sa cour à son père en se montrant plus grand qu'il n'est. Tous ces sous-entendus échappent au Fourier, qui accepte de bonne grâce d'avoir été roulé par Gargantua, mais il lui échappe, comme on le voit à travers l'expression « nous avons le moine », qui signifie « nous nous sommes fait avoir », ce à quoi répond Gargantua « il y a 3 jours qu'il n'a pas été ici », avec la référence pronominale « il » désignant le moine. Il y a donc un jeu de mots, là encore, entre le sens figuré et le sens propre, qui tourne en dérision les expressions figées. Cette blague se clôt alors sur une remarque directe d'Alcofribas, s'adressant au lecteur directement, proposant une alternative entre se cacher ou rire. La troisième partie aura pour mission de choisir entre les deux termes. Je passe ainsi à ma troisième partie, où l'on voit que la leçon n'est toujours pas acquise, puisque le Fourier reprend le même hypocoristique de la ligne 10 à la ligne 26, mon petit mignon. Simplement, il reconnaît sa défaite et concède
à Gargantua une certaine forme de supériorité dans la référence papale. Ici, évidemment, en sous-texte se lit une version critique de la religion, ou en tout cas de l'aristocratie religieuse, qui a tendance à avoir ceux qui croient en eux. On peut penser, par exemple, au commerce des indulgences. À nouveau, Gargantua va se saisir de cette perche pour développer un langage extrêmement inventif à travers la paronomase. Pape va devenir papillon, puis papegay, puis papelard. Donc, à travers ces jeux homophoniques, va se dessiner une maîtrise du langage en tant qu'objet, mais aussi en tant que signifiant, puisque le papegay dont il est question, présenté par le pronom démonstratif « ce », peut désigner aussi bien le pape que l'autre personnage qui est présent mais qui n'a pas encore parlé, à savoir le maître d'hôtel, les deux pouvant être papelard, c'est-à-dire hypocrite, l'un comme l'autre, le pape à travers ses indulgences, le maître d'hôtel à travers ce grand équipage qu'il est censé mettre en scène. La remarque sur le papillon est là encore particulièrement intéressante, puisque Grangousier est précisément le roi des papillons. À travers cette idée, vous serez des papillons, se dessine déjà la conscience de Gargantua qu'il aura à régner sur les deux personnes à qui il est en train de faire sa blague. Il y a donc une conscience de son avenir de roi. Malgré l'acceptation de défaite, le maître d'hôtel et le fourrier essayent de cacher les preuves, ils laissent tomber sous la voûte le gros bâton, le frison donc, ce qui va leur valoir des remontrances de la part de Gargantua, remontrances qui s'emparent du sens figuré, que vous êtes de mauvais chevaucheurs, qui jouent ici à deux niveaux, soit de mauvais chevaucheurs de bâton ou de frison, au sens propre de chevaux, mais aussi de mauvais chevaucheurs avec les femmes, puisque l'on avait sous-entendu le contexte de séduction dans la blague qui précédait. Va alors se perpétuer un humour beaucoup plus absurde, à valeur carnavalesque, de retournement complet de toutes les instances. Que préférez-vous, chevaucher un oiseau ou mener une truie en laisse, qui ne laisse pour conclusion que la boisson, qui permettra de ne plus avoir honte et donc de rire de la plaisanterie. À l'alternative présentée par Alcofribas à la ligne 24-25 va plutôt se substituer une solution intermédiaire qui est aussi une solution collective. Comme on le voit, toute la compagnie rit comme un tas de mouches de cette nouvelle aventure. Il y a donc finalement une leçon à tirer qui est une leçon de joie et une leçon d'humilité, puisque c'est bien dans la salle basse et non plus dans les grandes salles que se joue la conclusion de l'aventure. Gargantua n'est-il qu'un enfant ? Tout d'abord, nous avons montré la forte maîtrise du langage qui était mise en scène dans ce texte de la part de Gargantua lui-même. En cela, cette maîtrise s'opposerait à la définition étymologique de ce qu'est l'enfant, à savoir un être qui est dénué de la parole. Cette maîtrise du langage va se manifester principalement par les passages du sens propre au sens figuré et inversement. Elles vont se montrer aussi sur les jeux de mots, les paronomases par exemple. Deuxième point, nous avons montré aussi qu'à travers cette maîtrise de la parole, c'était aussi une maîtrise des codes sociaux qui caractérisait le personnage de Gargantua. Cette maîtrise des codes sociaux étant mise en scène par la perception des apparences de l'apparat déplacé par l'enfant et la prise de conscience de celui-ci de son avenir de roi. En cela, cette maîtrise des codes sociaux s'opposerait à la naïveté stéréotypique de l'enfance. Enfin, troisième et dernier point, le texte insiste sur la maîtrise du vrai et du faux dans sa narration elle-même. Alcofribas Nazier étant l'anagramme de François Rabelais et le titre du chapitre annonçant déjà la facticité des chevaux dont il sera question. Il y a donc des perspectives de mise en abîme qui instituent un rapport entre Gargantua et le lecteur. Tout cela s'achève sur un rire commun, carnavalesque, qui va rétablir finalement une égalité de tous, malgré la hiérarchie aristocratique initiale. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter de la construction de l'interrogation aux lignes 24 et 25. Cette interrogation se caractérise par la présence d'un point d'interrogation explicite ainsi que de deux points qui vont séparer cette interrogation de la narration. Ces éléments amèneraient à penser qu'il s'agit ici d'une interrogation directe. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun guillemet
qui nous permettrait d'affirmer cela. Par ailleurs, la séparation entre narration et discours, qui se ferait a priori par les 2 points, est bien moins claire que cela. En effet, le verbe introducteur de discours, deviner, est lui-même complété par une proposition subordonnée conjonctive complément d'objet direct. Ce qu'ils avaient de mieux à faire, ce serait donc une interrogation indirecte. La deuxième partie de la phrase, après les 2 points, ce serait alors plus des possibilités de réponse que véritablement la question. Nous serons donc ici dans une question alternative qui présente les 2 parties de sa réponse à travers la conjonction de coordination à valeur adversative ou. Enfin, il faut regarder la situation d'énonciation dans laquelle s'inscrit cette question, et notamment à travers l'étude spécifique du verbe introducteur de discours. Un impératif deuxième personne, du pluriel, constitue donc une adresse directe au lecteur. Cette adresse est en fait par le narrateur Alcofribas Nazier. Ainsi, il faudrait considérer forcément que cette question est posée à la fois par le narrateur, mais aussi par un personnage, ce qui correspondrait alors beaucoup plus à la définition du discours direct libre. En définitive, il faudrait considérer que l'interrogation est plutôt une interrogation indirecte, ce qu'ils avaient de mieux à faire, se cacher de honte ou rire de la plaisanterie, fonctionnant plutôt comme des possibilités de réponse énoncées par le narrateur personnage.